azul fell-awen ad nuɣal alamma d tasertit twalam dak tifranin tselwit n 2024 yezrin di Cṭember uqbel annect-aki deg unebdu yakk newwi-awen kra imzizwer neɣ di kandida ini qala yettkin di tefranin yecban سفيان الجلالي يشبان عمر مختار نقول أني مرايا مثونا على سلوين وكذا لرسيدي عثمان مازوز نبوث ذيك كي يوكنا المسلاي غف فرانين داغني مش فهم نيغاون تدور زبيدة سولي كلان تاتي تسلويت وكذا لو سي بي l'Union pour le changement et le progrès نقال تيلي يوث يمزي زوار مشا تنفكر تصوات كانت تيلي شكون جمعها لي سيناتور كي سيلاقن كنت زغام دو غالا سولاس قبل بزوارا مشا او دوسيا من بعدك ثورا مثلا ذمرايا مثون وكذا كينس يو سي بي ماس محمد عبد العزيز لوريكيوي نتا يلين ذين فكين ان غاساكي غد مسلايا في انا كي سيضغان كابلا كي وقيلا لان كي غبلان شكون يفرض يون بولغور في استخرنس وكابلا كي من ساك دوم دبليس عبد الكريم زغيلا شي عدد يا كان دي تي كيو 5 ثورا سنف كمسلاي محمد عبد العزيز لوغيوير دي مسلاي فنش كذا غن في حالا تسرثيث ثموت الجزائر اكيد انا نولي ثمغلينس فاني غيش خان كوني ثموثني قباليين ام كيك تواليين كيكين ثموثني قباليين نعتم سالت لا كيسيون كابيل ذي الجزائر سمغلين انس نتسا السينير ايماس لوغيوي محمد عبد العزيز الزول بونجور محمد. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis désolé de n'avoir pas compris l'introduction kabyle, intermédiaire langue chère à notre cœur, mais malheureusement que je ne maîtrise pas. Merci pour l'invitation. Donc, vous l'avez bien compris. Donc, Mohamed Abdelaziz Logioui, il ne maîtrise pas la langue kabyle ou tamazight. Donc, on va faire l'interview en anglais, en français plutôt. Mohamed, ça serait bien dans un premier temps de nous dire qu'est-ce qui se passe en ce moment exactement au niveau de l'UCP. Ben, merci beaucoup. Enfin, en réalité, ce qui nous intéresse beaucoup plus, je pense que ce qui intéresse même nos militants, nos sympathisants et nos compatriotes, c'est plus l'actualité algérienne, c'est plus l'actualité politique. Mais malheureusement, on a un devoir envers tout le monde de clarté, d'information, notamment sur ce qui se passe en interne du parti, même si, franchement, moi, j'ai toujours du mal à parler de ça parce que j'estime que dans les pratiques normales d'un parti politique, il doit y avoir, il peut y avoir des divergences, mais les divergences doivent être réglées dans le cadre de la discussion, du débat et de l'argumentaire. Malheureusement, au sein du CP, nous rencontrons un blocage au niveau de la direction, où ce débat et cet argumentaire ne peut plus avoir lieu. La direction ferme toutes les portes du dialogue et de la discussion. La direction refuse même les appels de certains cadres et militants euh, pour convoquer un conseil national pour parler des problèmes et des divergences internes. La direction s'est renfermée et s'est réfugiée dans les arcanes de la justice pour notamment m'attaquer personnellement à la suite d'un communiqué que j'ai publié sur les pages Facebook. Aujourd'hui, c'est malheureux à plus d'un titre parce que nous sommes un jeune parti politique. Normalement, ce genre de problème aurait pu, avec un peu de sagesse, être réglé au niveau interne très simplement, car au départ, ce n'est juste que des divergences. Et je pense que l'essence même d'un parti politique, d'obédience démocrate, doit absolument savoir gérer ce genre de problème par le dialogue, par l'argumentaire. Aujourd'hui, il y a eu une démarche de la part de la direction du parti
où elle s'est engouffrée dans une procédure totalement contraire, comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes communiqués, complètement contraire au statut du parti, au règlement interne du parti, et même contraire à la loi qui régisse les partis politiques. Euh, Personnellement, j'ai pas voulu franchir le pas des procédures judiciaires. J'aurais aimé qu'on puisse régler ça juste au niveau interne. Mais aujourd'hui, je pense que le blocage est tel que nous serons obligés de faire le nécessaire au niveau du tribunal administratif pour pouvoir surmonter cette épreuve et aussi au niveau interne en convoquant un conseil national et qui décidera soit du règlement en interne de cette crise, soit de passer à un congrès extraordinaire qui va définitivement régler cette crise. Et moi, personnellement, j'ai toute ma confiance en les cadres et les militants et sympathisants du parti. Je pense qu'ensemble, on pourra avec sagesse, dépasser ce blocage, cet épisode malheureux et passer à autre chose. Je pense que ça ne sera qu'un renouveau pour le parti. Juste avant de passer à l'actualité, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Zoubida Essoul a décidé de se présenter aux élections présidentielles et on a vu la suite, qu'est-ce qui s'est passé. On ne l'a pas accepté pour cause de signature. Est-ce que ce n'est pas ça le facteur qui a créé un peu la division au niveau interne? Est-ce que je me trompe ou pas? Non, 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 je vais être franc avec vous. Non, ce n'est pas ça. Au départ, jusqu'au 1er mars 2024, je pense que toutes les structures du parti étaient d'accord. De toute façon, ça a été décidé en un conseil national de la candidature de Madame Zoubida Assoul, candidature pour les présidentielles, qui était à cette date-là prévue pour le mois de décembre. Donc, il faut savoir que cette candidature est venue après pratiquement 2 années de travail de notre part, qui avons voulu travailler sur un projet de candidature consensuelle des démocrates algériens. On a essayé de travailler sur ce projet-là. Ça n'a pas abouti. Et il y a eu une réflexion en interne en disant que on se lance 9 mois avant la date pour essayer un peu de booster ou bousculer un peu la réflexion chez l'opposition qui pourrait bouger entre-temps et qui pourrait accélérer la réflexion de la candidature consensuelle. Euh, pour preuve, la conférence de presse qu'avait donnée Madame Enseul lors de l'annonce de sa candidature, elle avait expliqué qu'elle était prête à se retirer, à retirer sa candidature s'il y a un consensus ou s'il y a un débat sur une candidature consensuelle, elle était prête à retirer sa candidature. Je pense que tous les cadres et les militants du parti étaient à ce moment-là d'accord sur cette démarche. Mais malheureusement, on a vu que les choses ont pris une autre trajectoire. Juste après cela, à partir du mois de mai, juin à peu près, alors qu'il y a eu anticipation d'élection, donc il y a eu euh, changement de date. Et on n'a pas pu en discuter, que des implications de ce changement de date et de cette anticipation. On n'a pas pu en discuter en interne. Le débat souhaité, comme je vous ai dit, on avait espéré bousculer un peu les choses et activer ce débat-là avec les autres partenaires, n'a pas eu lieu. Nous n'avons pas pu enrichir le débat ou avoir de nouvelles discussions avec d'autres partenaires. Donc, cette vision-là n'était plus possible. À ce moment-là, on aurait aimé qu'il y ait un autre débat au sein du parti pour dire que la donne a changé, que les objectifs qu'on s'était tracés n'étaient plus possibles, puisque d'autres personnalités de la mouvance démocratique se sont portées aussi candidats. Donc, je pense que la réflexion a changé. Mais malheureusement, ce débat-là en interne n'a pas eu lieu à ce moment-là, au mois de juin. Et Madame Assul a décidé de continuer
dans cette démarche. Nous l'avons quand même soutenu au départ. Nous avons pris part à la collecte, au départ de à la collecte des signatures. Mais très rapidement, les choses se sont envenimées à l'intérieur du parti. On avait remarqué, il y a eu une tendance qui était là pour un peu changer le discours du parti, les réflexions portées par le parti, les idées portées par le parti. Et ce n'étaient plus les mêmes celles portées par la candidate à la présidentielle. Et donc, très rapidement, signifier notre divergence, notamment moi-même ou Abdelkrim Zrelich, qui a été très rapidement écarté des rangs avec une décision de gel de ses activités au sein du parti, très rapidement au mois de mai, juin, au mois de mai, voilà, au mois de mai. Et donc, ça a créé vraiment un esprit malsain où ce n'était plus possible de continuer dans cette direction. Malheureusement, Madame Assel a décidé d'y aller toute seule, de continuer toute seule dans dans cette démarche. Ça aboutit malheureusement aussi, et c'est là vraiment le point très malheureux dont on n'est pas fier et qui malheureusement sera et restera gravé dans la mémoire collective, c'est celui du dépôt de 31 000 parrainages vierges que nous-mêmes, au sein du parti, nous n'avons pas compris. C'était pour nous, cadre du parti, comme on n'était pas associé à cette démarche, au départ, on n'y croyait pas. Après, bon, après l'annonce officielle de l'année et surtout que Mme Assoud n'a à aucun moment démenti ce chiffre-là. Franchement, on a été très déçus. Ça nous a vraiment marqué. Et personnellement, j'ai ressenti ça dans ma chair parce que franchement, euh, nous avons depuis quelques années à l'UCP choisi d'essayer un tant soit peu de regagner la confiance du citoyen parce qu'on s'est dit au départ, aujourd'hui, le gap est tellement énorme entre le citoyen et le politique que seul le rétablissement d'un lien de confiance par un discours de vérité peut, un tant soit peu, euh, alléger, disons, ce gap-là et rapprocher le citoyen du politique. Et donc, pour nous, le plus important ou l'argument, le meilleur argument pour nous, pour regagner la confiance du citoyen, c'est le discours de vérité. Et ce genre de comportement, aller déposer des parrainages vierges et faire croire que c'est des parrainages effectifs, ça a été vraiment quelque chose de très éloigné ou de vraiment contraire à toutes nos aspirations, à tout ce que nous portons comme idéaux, tout ce que nous défendons comme idée. Et ça, c'était vraiment, je pense, le point, un point, je dirais pas de non-retour, mais vraiment un point de divergence extrême. Je trouve que vous avez le cœur plein de, peut-être qu'on vous reproche que vous parlez trop dans Facebook et dans les réseaux sociaux. Apparemment, c'est ce que j'ai compris, c'est ce qu'on vous reproche. Est-ce que vous confirmez ça, Mohamed? Oui, oui, bah, il y a eu une plainte officielle. J'ai été convoqué au commissariat central d'Alger, la brigade la cybercriminalité. Et on m'a signifié que Madame Massoul a déposé plainte contre moi à cause du communiqué que j'ai publié pour قذف وتشهير. Donc, j'attends la suite de cette procédure. Je sais pas où est-ce que ça va aboutir. Malheureusement, voilà, c'est c'est mon interprétation, c'est vouloir faire taire toute voix discordante par voie de justice. Même sur le communiqué, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un communiqué qui a annoncé que je suis plus secrétaire général, qui prétend qu'il y a eu une commission qui a décidé de, bon, que
إقصاء نهائي, donc que j'ai été euh, enlevé des listes de l'UCP. Je ne suis plus ni moi ni Abdelkrim Zrelich. Une prétendue commission qui a été créée de toutes pièces par Madame Assoul, contrairement à toutes les lois, les statuts et les règlements intérieurs, que moi je récuse totalement. C'est une décision qui n'a aucune légitimité. D'ailleurs, cette prétendue commission, quand elle s'est constituée, je me suis présenté pour leur demander par un courrier officiel. Je leur ai dit, ben, euh, comment vous vous êtes constitué, par quel biais, quelle est la procédure, parce que moi, je ne peux pas la reconnaître sous cette forme, sous la forme actuelle. Ils n'ont pas pu me répondre et juste après, ils ont rendu une décision voilà, قرار إقصاء نهائي. Donc, franchement, cette trajectoire malheureuse qu'a choisie Madame la Présidente, franchement, c'est pour faire taire tout le monde. Elle dit, même notamment dans un communiqué qu'elle a mis sur les réseaux, sur les pages du CP, elle dit, elle nous menace encore en disant que, en annonçant cette décision, elle dit que le parti se garde le droit d'aller à la justice pour faire valoir cette décision. Je comprends, franchement, j'ai du mal encore à en parler parce que je vais vous dire une petite anecdote. Ça fait 2 jours, un ami, parce que on en a de tous bords, du FLN, il m'a dit, et nous, au FLN, il nous arrive de nous battre avec des chaises, il y a du sang qui coule, etc. Et on n'ose pas aller à la justice. Comment vous, qui vous prétendez démocrate et qui venez nous parler de démocratie, de loi, de liberté de parole et de liberté et des libertés, vous allez avec autant de facilité vous réfugier dans les arcanes de la justice. Franchement, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça, on doit réagir en conséquent et on va réagir en conséquent et on va dépasser tout cela. En ce qui concerne Abdelkrim Zreili, je pense que à l'UCP, vous savez, on a toujours défendu euh, la liberté d'expression de chacun, et notamment d'Abdelkrim Zreili, qui est un cadre du parti et qui exprime souvent des, euh, des opinions même qui ne sont pas celles du parti. Et on a toujours défendu cette liberté-là. Moi, personnellement, en tant que j'ai eu à le défendre avec des amis, des partenaires politiques qui, euh, qui viennent parfois me dire, bon, il faut le rappeler à l'ordre parce que, bon, il a dit ceci, il a dit cela. Et moi, personnellement, en tant que secrétaire général, j'ai toujours défendu que chacun peut avoir ses propres opinions en dehors, bien sûr, des positions officielles du parti. Maintenant, il y a les positions officielles du parti, on les défend tous ensemble. Au-delà de ça, chacun peut avoir ses propres opinions. Et là, Abdelkrim Zrelich vient de publier, ça fait 2 jours, sa propre analyse quant à ce comportement de Madame la Présidente, où il pense que c'est une volonté de changement de politique ou de trajectoire politique pour se battre, pour ne plus faire partie de l'opposition et se mettre dans les rangs du pouvoir. Je pense qu'Abdelkrim Zreich est une personnalité politique connue et reconnue. Il a le droit d'avoir sa propre analyse. Moi, je ne partage pas trop parce que je n'ai pas les éléments pour. Franchement, je n'ai pas les éléments pour pouvoir analyser parce que moi-même, je ne comprends pas jusqu'à maintenant les motivations de tel agissement de la part de la présidente. Je pense que s'attarder sur ça n'apportera rien d'intéressant ni pour nous en interne, ni pour le militant politique en général. Euh, je préfère me dire que c'est un épisode malheureux qu'on va traverser et qu'on va surmonter. Et ça ne sera encore une fois
qu'un renouveau pour le parti. Mohamed, à voir de plus près un peu ce qui s'est passé chez vous dans le parti politique, c'est comme si le message de Madame Zoubida Assoul, c'est elle vous incite à aller doucement avec le système, ne pas trop le brusquer, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'elle gagne? Parce qu'on a vu comment elle a été pratiquement désavouée avec le fait qu'elle ne l'a pas même pas accepté pour qu'elle soit parmi les candidats acceptés pour l'élection présidentielle. Et c'est valable, j'ai remarqué, c'est valable aussi pour tous les chefs de parti qui ont toujours tendu la main au pouvoir dans l'espoir de leur faire revenir à la raison, mais c'est toujours, ils se comportent de la même façon. On a vu avec Sofiane Djilali, elle est allée, elle a dialogué à maintes reprises, et on a vu avec Youssef Ouchiche du FFS, elle est allée jusqu'à se présenter, faire toutes les concessions qu'elle a fait, et on n'a rien vu depuis l'élection de Tebboune pour le deuxième mandat. Il est absent. Donc, c'est comme si le système en place, on ne sait plus comment se comporter avec lui, de la façon dure ou de la façon souple. C'est toujours, il fait à sa tête. On dirait qu'il ne fait aucune concession. Est-ce que vous partagez ce point de vue de, pas de moi nécessairement, mais de beaucoup qui le pensent de cette façon dans les réseaux sociaux? Qu'en pensez-vous? Bah, écoutez, si on doit analyser les comportements du système, de comment il se comporte et comment qu'il réagit au comportement de l'opposition, je pense que d'autres l'ont fait avant nous et le constat, il est fait, c'est que le dialogue, pour l'instant, n'existe pas. Franchement, pour ma part, personnellement, je préfère m'attarder et consacrer mon énergie à autre chose. Mohamed Abdelaziz, comment il voit l'avenir? Merci, merci beaucoup. Justement, pour l'avenir, ce qui m'intéresse exactement, c'est l'avenir. Euh, c'est que aujourd'hui, il est, à mon avis, nécessaire et impératif qu'une qu'une union, qu'une famille des démocrates soit dégagée. Que ces démocrates qui sont sur le terrain depuis aujourd'hui près de 40 ans arrivent enfin à mettre de côté leurs différends, leurs passifs et aller véritablement sur un genre, je sais pas, la réflexion doit être lancée. Où elle va aboutir, on peut pas le dire. Est-ce qu'elle va aboutir vers un grand parti démocrate ou est-ce que ça va aboutir vers juste une union des démocrates ou aboutir à autre chose? Je ne sais pas, mais franchement, pour l'instant, je pense qu'aujourd'hui, il est impératif de se consacrer à une réflexion commune sur comment rallier les forces des démocrates. Il y a eu une tentative en 2019 autour du PAD, des forces du PAD, le Pacte pour une alternative démocratique. C'est une expérience, je pense, assez riche et enrichissante qui pourrait être prise comme base de réflexion. Et à partir de là, voir dans quel contexte la famille des démocrates peut se réunir ou peut se constituer. Après, la question qui revient souvent, c'est que les démocrates sont de tous bords. J'allais dire ça, parce que on trouve des démocrates au sein de l'opposition, comme on trouve des démocrates au sein du pouvoir, au sein des partis du pouvoir, même du régime. Donc, est-ce que se restreindre à une famille démocrate de l'opposition ou élargir la réflexion à toutes les forces démocrates qui sont pour un État démocratique, pour une société plus libérale. Franchement, moi, personnellement, quand je parle à mon nom propre, aujourd'hui, il est, je pense, intéressant d'élargir la réflexion à tous ceux qui portent en eux les bases et les principes démocratiques. Aujourd'hui, il ne s'agit plus, à mon sens, de rester figé dans cette optique de opposition contre pouvoir, pouvoir contre opposition. Je pense qu'on a eu un exemple en 2019 lors du Hirak où régime et opposition et peuple, tout le monde cherchait une solution. Et tout le monde était peut-être à l'époque prêt
à faire certaines concessions pour aboutir à quelque chose d'élaboré. Malheureusement, on a raté le coche en 2019. Pourquoi pas, pourquoi pas revenir sur la réflexion et se dire que si on essaie de réfléchir autrement, avec de nouvelles bases, avec de nouvelles bases de réflexion, peut-être qu'on pourra trouver ce consensus-là qui va construire un État démocratique, une nouvelle Algérie, quelque chose de nouveau. Parce que ce qui nous bloque, c'est l'impression que j'ai, en tout cas moi, je fais partie d'une génération qui vient découvrir la politique, si on veut, découvrir surtout ceux qui font la politique, les personnalités, etc. Et j'ai l'impression qu'on nous impose un certain passif et on bloque souvent sur un passif que les uns et les autres traînent avec eux depuis 20, 30, 40 ans. Et moi, personnellement, quand je suis venu à la politique, à partir de 2010, 18, 19, c'est ma première expérience dans un parti politique, euh, je me suis, je me suis toujours battu pour qu'on se détache de ce passif-là et aller à autre chose, réfléchir autrement. Aujourd'hui, personnellement, je me dis qu'on est tous comptables de la situation actuelle. Bien sûr, à des degrés divers et variés. Mais rester dans ce point de départ, à qui est la faute et qui est le plus à plein droit, pour moi, ça ne va pas nous faire avancer. Une réflexion saine prend comme point de départ que nous sommes tous dans le même bateau, c'est le bateau Algérie, et il nous importe à tous de régler les problèmes profonds qui sont en train de bloquer ce pays-là. Donc, une réflexion, de toute façon, une réflexion n'engage à rien, hein, n'engage personne à quelque chose, mais seulement une réflexion aujourd'hui, elle est importante. Aujourd'hui, on ne peut plus, moi, personnellement, je ne veux plus me renfermer euh, dans des, euh, euh, dans des carrés préétablis et dire que c'est la réflexion sur la démocratie doit se limiter à une personne ou à un parti ou à un mouvement. Non, je pense que tous ceux qui croient que un système démocratique propre à l'Algérie, d'après moi, il faut qu'on invente notre propre système. Ça, c'est un point aussi de réflexion que je trouve intéressant, parce qu'on a essayé d'importer un système démocratique occidental français, disons-le franchement, qu'on a essayé d'importer le système démocratique français, même avec ses nuances, ses propres problèmes. On a même apporté les problèmes et alors que aujourd'hui, je pense qu'il faut inventer notre propre démocratie, notre propre système démocratique, avec euh, euh, ce qui fait que l'Algérie est l'Algérie, ses nuances sociétales, ses nuances politiques, ses nuances de structure. Et avec ça, je pense qu'on pourra créer notre propre système, euh, nos propres équilibres. Je pense qu'il est intéressant de faire cette réflexion-là. Savez, c'était une tentative de convergence démocratique durant le mouvement des Hirak, mais aussi, moi, je peux aller plus loin. Moi qui ai vécu la décennie noire, même de loin, de l'extérieur, il y a des tentatives quand même de convergence démocratique qui ont échoué aussi dans le passé et qui ont échoué pendant le mouvement de Hirak, là. Et la question que je me pose, comment tenir compte des raisons qui ont fait échouer les tentatives d'avant et d'y aller avec un nouveau sang et peut-être avec une nouvelle jeunesse, comme vous l'avez dit, que vous êtes. Peut-être vous avez d'autres façons de penser qui sont différentes de l'ancien monde, comme disait des opposants à un certain moment donné durant le Hirak. Donc peut-être avec votre nouvelle façon de penser, espérons-le, ça va réussir. Et ma question suivante, est-ce que vous avez
tenter un rapprochement avec d'autres forces politiques, comme le RCD par exemple, que je vois qu'il lui aussi, il bouge beaucoup avec ces jeunes, hein, donc il a une dynamique avec ces jeunes, il bouge beaucoup. Est-ce que vous avez tenté peut-être d'approcher certains acteurs politiques? Oui, oui, absolument. De toutes les manières, avec nos amis du RCD, nous sommes en contact continu depuis aujourd'hui 5 ans. Moi, depuis que je suis à l'UCP, j'étais dans le noyau du PAD et c'est ce qui m'avait permis au contact, euh, disons, des anciens, des gens d'expérience, d'apprendre beaucoup. Donc, on est resté, on continue à relation jusqu'à maintenant, les amis du RCD, d'autres, des anciens du FFS, etc. Malheureusement, l'actuel FFS, moi personnellement, je n'ai pas de contact avec eux, mais j'espère les avoir. Mais d'autres, les anciens du FFS par exemple, ou les gens du RCD, ou d'autres acteurs, le PST, les autres, le PT. Pour ne citer que cela, bien sûr, nous sommes en discussion perpétuelle et nous essayons de relancer cette réflexion autour de bases que chacun estime importantes et on essaie d'élargir la discussion et la réflexion à d'autres acteurs. Je pense que ce chantier, il est lancé. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, je pense que la marge de manœuvre elle est très réduite, dans le sens des espaces publics, dans le sens des espaces médiatiques, etc., que nous n'avons pas. On est obligé de suivre la cadence qui nous est permis d'avoir. Donc, ça prend un peu de temps pour se mettre en place, pour lancer un débat plus large possible. J'espère qu'on pourra le lancer publiquement, lancer des débats publiquement, parce que vous parlez souvent de nouvelles générations et vous savez, les nouvelles générations ont besoin de nouveaux outils. On ne peut pas communiquer avec les jeunes aujourd'hui avec des outils qui deviennent très rapidement obsolètes, hein. Franchement, même si je ne suis pas dans votre génération, mais même moi, à 40 ans, très rapidement, les nouveaux outils nous dépassent très rapidement et on a besoin de cette maîtrise des nouveaux outils de communication pour pouvoir élargir notre débat et notre réflexion aux plus jeunes. Et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra sortir avec une vision plus large et plus précise de ce qu'on peut faire ensemble. Aujourd'hui, je pense que l'avantage ou le point très positif pour moi que j'ai trouvé depuis pratiquement 3, 4 mois où on a commencé à discuter de cette réflexion-là, c'est que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, qu'on lui en parle de ça, on trouve que lui aussi, il ressent ce besoin-là d'une nouvelle réflexion. Et que pratiquement tous ceux que nous avons rencontrés jusqu'à maintenant sont prêts à discuter, à réfléchir ensemble avec des bases nouvelles, sans restriction, et vraiment se lancer dans un débat le plus large possible. Donc, je pense que l'appel est lancé à tout le monde, à tous ceux qui peuvent apporter un plus à cette réflexion-là, euh, pour, euh, pour se lancer sur ce chantier. Et j'espère qu'on pourra peut-être, avec votre aide, vous, médias alternatifs, euh, on pourra lancer des débats peut-être publics très rapidement. Très bien. J'aimerais bien voir le point de vue de Mohamed Abdelaziz sur la question Kabyle. Comment il compte vous, en tant que maintenant secrétaire général ou bien ex-secrétaire général du CP, comment le CP voit la question Kabyle? Comment va se régler? Est-ce que dans le cadre fédéral, dans le cadre régionalisation, dans le cadre autonomie? Je suis curieux de savoir. C'était la question que je voulais poser à Madame Zoubida Assoul, qui est elle-même une Chaoui de Khanchla. Au-delà de la question Kabyle, c'est aussi la question Chaoui, Mozambique, Touareg. Comment
L'UCP Exactement. compte l'aborder. Exactement. Donc, d'abord, vous avez posé la question. Donc, je vous rassure, non, vous parlez toujours au secrétaire général du CP. Mais je me garderai de parler au nom du parti, car le parti n'a qu'un seul porte-parole, c'est son président. Et je parlerai en mon nom propre. Donc, pour moi, euh, la question tamazight ou identitaire, franchement, c'est une question qui n'a pas pu se résoudre depuis la naissance de notre nation, depuis disons, officielle de notre nation depuis 62, et on a essayé à chaque fois de la reporter à une date ultérieure. Mais franchement, 60 ans après notre indépendance, je pense qu'il est temps d'en parler et qu'il est temps d'en parler très sérieusement. Maintenant, en faire une problématique politique ou politique, je pense pas que ce soit ça la solution aujourd'hui. Parce que la, 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 la question linguistique, c'est la question identitaire dont il s'agit, et c'est une question sociétale avant tout, avant qu'elle soit euh, plus que ce soit une question politique. Pour moi, la politique, ce n'est que la traduction d'une volonté d'une société ou d'une vérité d'une société. Ça ne peut pas être en discordance. Aujourd'hui, vous rattachez la question identitaire à une structure fédérale ou autre. Moi, je ne lirai pas les deux en même temps. Je pense que les deux ne sont pas forcément liés. Bien que moi, personnellement, au-delà de la question tamazight ou identitaire, hein, je, je, je pense, je suis convaincu qu'une restructuration de l'État algérien tel qu'il est aujourd'hui est nécessaire pour un fonctionnement meilleur de notre pays. Donc ça, c'est indéniable. Donc plus de décentralisation, quelle forme cela pourrait prendre? Je pense que les formes sont connues, reconnues. Ça sera que une réflexion qui pourra juste adapter un système, une structuration à une réalité sociétale. Maintenant, pour la question des identités, et je dis bien des identités, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'Algérie, elle est plurielle. Notre pays, comme l'acte fondateur, pour moi, personnellement, l'acte fondateur de notre pays, la révolution de novembre 54. Et la révolution de novembre 54, elle a été faite par tous les Algériens. Et à l'époque, Algérien, ça voulait dire autre chose. C'était le communiste, c'était l'arabo-musulman, c'était le berbère, c'était le chaoui, et c'était même l'Européen qui était né sur les terres algériennes, qui avait fait pour certains d'entre eux, qui ont fait la révolution avec leurs frères algériens. Donc, pour moi, ça, c'est l'axe fondateur de notre nation. Et c'est revenir à ces fondements-là en acceptant, en trouvant le meilleur système pour nous, le meilleur système démocratique qui pourra, euh, une fois pour toutes, accepter nos divergences, accepter nos différences. Aujourd'hui, quelqu'un qui se considère comme arabo-musulman, on ne peut pas l'exclure de cette Algérie-là qui est une Algérie berbère, une Algérie nord-africaine, une Algérie telle que nous connaissons. Aussi, quelqu'un qui se revendique d'être berbère et pas arabe, on ne peut pas l'exclure de cette Algérie-là. Donc, il est temps aujourd'hui de passer à autre chose et de trouver le système qui pourra accepter chacun avec son identité, chacun avec sa manière de voir son identité, parce que aussi sur ça, il y a une liberté personnelle. Chacun a le droit
de se sentir plus arabe que kabyle et plus berbère que arabe. C'est une réalité. Et aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux sociaux notamment, ou sur la société, on retrouve un certain discours de haine de part et d'autre, un discours très grave. Moi, je trouve que qu'il a pris des proportions malheureuses et dangereuses, où une certaine frange de la société, surtout des jeunes, à qui on a fait croire que l'autre, quel qu'il soit, que l'autre est dangereux, que l'autre est un danger pour la nation, que l'autre est un traître à la nation. Ce discours de haine, je pense que nous avons l'obligation et nous avons le devoir de combattre. Combattre par une proposition, combattre par des propositions sérieuses, réelles et des solutions sérieuses, réelles sur le plan sociétal et sur le plan politique pour, une fois pour toutes, régler cette question et être dans l'acceptation de tout le monde avec ses différences. Et Mohamed, pour finir, c'est pas des exemples de modèles duquel on peut s'inspirer qui manquent dans le monde, comme on l'a toujours dit. En Amérique, on voit le Canada, ou en Europe, on voit la Suisse, Belgique, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, et aussi en Afrique, où se trouve l'Algérie, on en voit l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus puissant avec ses 11 langues officielles dans sa constitution, où chacune des 11 langues, elle a sa place aussi bien dans l'administration avec des passeports, des cartes d'identité, où chacun puisse voir sa langue maternelle inscrite dans tous les papiers administratifs, y compris leur chaîne télévision, leur système éducatif, leur système judiciaire et toutes les parties différentes d'Afrique du Sud vivent avec leur langue maternelle. On aimerait bien que ce soit un modèle pour l'Algérie qui se trouve au nord de l'Afrique. Ceci dit, je vous laisse peut-être dire vos derniers mots ou si vous avez des choses à rajouter avant de terminer notre entrevue. Ben merci. Non, justement, en parlant de modèles, il me vient à l'esprit aussi d'autres modèles. Quand on voit l'Asie, ils vont encore plus loin. Il y a même le choix qui est inscrit sur votre carte d'identité, le choix de la religion. Ils acceptent, ils sont même arrivés, je parle notamment de la Malaisie ou même de l'Indonésie, où on peut même inscrire sa religion et euh, être traité par rapport à la religion que nous avons. Franchement, tous ces systèmes-là peuvent être inspirants. Mais je pense, pour ma part, qu'on peut s'inspirer de ces modèles-là, de plusieurs modèles, mais pas vouloir les copier, pas nécessairement les copier. Il faudrait qu'on ait l'intelligence. Je pense que nous avons les ressources pour. Il faut qu'on ait l'intelligence de créer notre propre système qui obéit à notre propre réflexion et à notre propre vérité et aux réalités existantes dans la société algérienne avec je disais tout à l'heure, avec ces divergences, avec ces différences. Vouloir juste copier un système quel qu'il soit, je ne pense pas que ce soit ça la bonne solution. Donc, il faudra qu'on crée notre propre système qui pourra bien sûr, bien J'ai entendu. dit s'inspirer, pas copier. S'inspirer en tenant compte de nos propres réalités. C'est ça. Exactement. Sur ça, on peut être d'accord. Sur ça, on peut être d'accord. Donc voilà pour ce qui est de ça. Après, je sais pas la question, je n'ai pas entendu le reste de votre question. Est-ce que vous avez des choses à rajouter que je vous ai pas posé la question? Donc, vous êtes libre de dire ce qui vous tient à cœur. Ah, ok, merci. Non, non, je pense qu'on a fait le tour surtout sur la question, la question interne. Euh, Écoutez, vous remarquerez que personnellement, je ne consacre pas beaucoup d'énergie, comme j'ai eu l'occasion à le dire sur votre plateau, je ne consacre pas beaucoup d'énergie à critiquer le pouvoir en place, parce que je pense que le constat, il est fait.
Et le citoyen n'a pas besoin de moi pour faire le constat malheureux de l'échec ou des échecs de la gouvernance actuelle. Euh, le citoyen n'a pas besoin de moi pour faire ces constats-là. Les constats sont faits, sont avérés, sont constatés, sont consommés. Aujourd'hui, il est important pour nous, comme responsable politique, comme acteur politique, ou il est important pour nous de prendre nos responsabilités et d'essayer de proposer des solutions viables, des solutions qui qui peuvent s'inscrire dans une démarche nationale, une démarche de longue durée, et vraiment partir sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, à travers votre plateforme, euh, de parler à notre diaspora, notamment celle qui vit au Canada. Moi, personnellement, j'ai une petite réflexion là-dessus. L'État algérien a dépensé beaucoup d'argent depuis des années sur les contrats pour faire le fameux transfert de technologie. Moi, je pense que le transfert de technologie, la société y a répondu. Et il se fera par toute notre diaspora, par euh, tous nos frères, nos sœurs algériens qui vivent un peu partout dans le monde et qui excellent dans beaucoup de domaines, surtout les domaines technologiques, les domaines industriels. Et que aujourd'hui, nous qui sommes encore en Algérie, notre devoir est un tant soit peu, de préparer une société ou un État, ou un environnement propice pour le retour de ces Algériens, les Algériens du monde, afin qu'ils puissent ramener leur expertise, afin qu'ils puissent ramener leur savoir-faire et bien sûr afin qu'ils puissent revenir dans leur patrie, comme on dit, Blarbi, Muazzazin, Mukarramin. Et donc, c'est ça notre tâche à l'intérieur. Et j'espère que quand on réussira à créer cet environnement-là, cet environnement propice au retour de nos Algériens du monde, je suis certain que ces Algériens-là répondront présents et ramèneront leur savoir-faire technologique, industriel, pour relancer réellement la machine Algérie. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. À moi, à mon tour de vous remercier, Monsieur Lurgui Mohamed Abdelaziz Iglandes Louai, Dembagaya Mathunuka vers l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès. La miedis, Yana de Fiskina, كي يكون يشد لنا مكافرين سلوسيبي نارين يشد ناخذ قلنا السنتان دي ثموث الجزائر يسأل مليل ذو ما والنظام ذي سنتان نظام دينا قيمة ذي ثلويث